Daladier s'envole pour Munich, sans même avoir pu établir avec Chamberlain une stratégie commune en face des exigences du Führer. Il emporte dans sa serviette une carte du 2e bureau de renseignement militaire où se dessine une évidence. Il ne faut à aucun prix abandonner à Hitler les fortifications tchèques. Mussolini est accueilli par Hitler qui lui confie « Les démocraties attendent que je cède, mais je ne céderai pas. Si je le faisais, j'engagerais pour toujours l'avenir du peuple allemand. » Daladier est reçu par Ribbentrop. Les croix gammées, l'accueil qui se veut chaleureux, accroissent son malaise. Il porte entre ses mains le sort d'une démocratie amie, au cœur de cette Europe centrale, où la diplomatie française, depuis 20 ans, a trouvé une assise si précieuse. Chamberlain arrive à son tour, et toutes les délégations se retrouvent à la Führerhaus. Des représentants tchèques se sont frayés un chemin jusqu'à Munich, mais ils sont escortés par la Gestapo vers un hôtel où ils sont confinés. L'URSS, qui a pourtant signé avec la Tchécoslovaquie un accord de défense, n'a pas été convié. Ni Hitler, ni Chamberlain ne souhaitent sa présence. La conférence commence. Hitler, d'entrée de jeu, s'en prend violemment aux Tchèques et dénonce à nouveau les persécutions que subiraient les Allemands des Sudètes. La Tchécoslovaquie est un État hybride, né dans la banlieue de Paris, s'écrie-t-il avec mépris. Chamberlain intervient et remercie Hitler pour ses paroles apaisantes. Daladier est plus ferme. Si vous avez l'intention de dépecer la Tchécoslovaquie, je n'ai plus qu'à regagner la France. Mussolini s'interpose. Mais non, c'est un malentendu. Jamais le chancelier Hitler n'a demandé autre chose que le pays des Sudètes. Hitler s'empresse de confirmer. Monsieur Daladier, vous me donneriez les Tchèques que je n'en voudrais pas. Je ne réclame que mes frères allemands. Un peu plus tard, Mussolini sort un document de sa poche. Voici un bref projet de compromis que je vous soumets. Chamberlain remercie le Duce et tous examinent obligeamment la proposition. En fait, ce papier a été remis par les Allemands à Mussolini, le prétendu médiateur, avant que la rencontre ne commence. La séance est interrompue. Fin du premier round. Hitler reste avec Mussolini, tandis que Daladier et Chamberlain ne se consultent même pas. Lorsque la conférence reprend, Daladier, entraîné dans l'engrenage de la lâcheté, se laisse doucement convaincre. Il ne se bat plus sur le principe de la cession des Sudètes et ne se préoccupe plus que de la façon de la réaliser et de la faire admettre aux Tchèques. Hitler s'impatiente. Le souper va refroidir. Les délégations s'accordent finalement. Vers 1h30 du matin, les 4 parties apposent leur signature sur un texte. L'ultimatum que Chamberlain avait rejeté vivement à Godesberg est pratiquement accepté. Les troupes allemandes entreront le 1er octobre dans le territoire des Sudètes. Les délégués tchèques, qui attendaient glacés dans leur chambre d'hôtel, sont informés sans ménagement du résultat. Chamberlain bâille. Daladier prévient que la sentence est sans appel, sans aucune possibilité de modification. C'est tout juste si, aux yeux des deux hommes, les Tchèques ne devraient pas les remercier de ce que leur pays existe encore. Avant de regagner Londres, Chamberlain parvient à s'entretenir avec Hitler en privé. Il lui demande de signer une déclaration qu'il lui propose. Hitler accepte de paraffer le morceau de papier. Chamberlain lui avait offert les Sudètes sans combattre. Le Führer lui devait bien ça. Chamberlain rentre en Angleterre. Il se garde bien de dire le contenu précis des accords de Munich. Il agite son trophée comme signe de victoire.
Et voilà le Premier ministre célébré comme un héros national. All the world loves a wonderful baller, so carry on, Mr. Chamberlain. You know we're all with you, and when we shout, God bless you, Mr. Chamberlain, our hats go off to you. Quand Daladier décolle pour Paris, la nouvelle de l'accord est déjà connue en France depuis quelques heures. En arrivant à l'aéroport du Bourget, le président du Conseil est inquiet. La foule qui l'attend est-elle là pour le conspuer ou pour l'applaudir? En entendant les acclamations, Daladier glisse à sa délégation. Ah, les cons. Hitler fait une entrée triomphale à Berlin. Les Sudètes sont à lui, les usines, les matières premières. Les généraux de la Wehrmacht sont rayonnants. Ils craignaient de n'être pas capables de casser les fortifications tchèques. Et voici qu'elles leur sont offertes. Le généralissime Keitel dira plus tard sa conviction que si la France, l'Angleterre et la Russie s'étaient alors unis pour réagir par les armes, l'armée allemande n'aurait pas pu résister. Un clivage coupe en deux le monde politique et l'opinion publique. Les Munichois contre les anti-Munichois. Il ne faut pas plus de 6 mois pour que Hitler viole les accords de Munich. En mars 1939, la Wehrmacht envahit ce qui reste de la Tchécoslovaquie, met la main sur la Bohême et la Moravie, et entre triomphalement dans Prague. La Slovaquie se proclame indépendante pour devenir un État satellite de l'Allemagne. La République tchécoslovaque est morte. Des milliers de réfugiés, démocrates, communistes, juifs, sont jetés sur les routes sans avoir nulle part où aller. Les démocraties prennent enfin conscience de la vraie nature du chancelier allemand. Il était temps.